Bonjour, Jean-Michel Mazin, paléontologue, directeur de recherche au CNRS en retraite. Et je suis ici dans le cadre de la semaine des Géoparcs pour vous parler des crises qui ont jalonné l'histoire de la vie sur notre planète. Car depuis longtemps, on pensait que la vie était immuable, que rien ne bougeait, rien ne changeait à la surface de la planète. Et en fait, c'est exactement le contraire. Tout bouge, tout change. Par exemple, si on regarde l'évolution des températures moyennes à la surface de la planète sur les 541 derniers millions d'années, on s'aperçoit qu'il y a eu des périodes extrêmement chaudes. Si l'on regarde l'évolution des niveaux marins, le niveau des océans, eh bien, du zéro actuel, à certaines périodes, les océans étaient 200 mètres plus élevés qu'aujourd'hui. À d'autres époques, jusqu'à 100 mètres moins élevés. Si l'on regarde la courbe des biodiversités, par exemple la diversité des familles d'animaux marins, on s'aperçoit que ce n'est pas une ligne droite, mais qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire des crises. On a répertorié une vingtaine de crises qui ont frappé la planète, la vie, pendant 541 derniers millions d'années. Une vingtaine de crises, dont certaines, les petites flèches noires, sont des crises de moyenne importance. Il y a eu au moins 5 événements majeurs, 5 crises majeures, les Big Five, qui sont ici en rouge, et qui sont qualifiées d'extinction de masse. Qu'est-ce qu'une extinction de masse? Eh bien, c'est quand au moins 50% des espèces disparaissent, sont balayées de la surface de la planète, en un temps très court à l'échelle géologique, 1 ou 2 millions d'années, dans un phénomène qui touche toute la planète et tous les milieux, tous les environnements. De véritables crises de la vie. Et vous allez voir que ce n'est pas un vain mot. Si on prend par exemple la première d'entre elles, il y a 444 millions d'années, la crise ordovicien-silurien, eh bien on s'aperçoit que de presque tous les grands groupes d'animaux qui vivaient à l'époque ont été touchés, notamment les milieux récifaux. C'est 85% des espèces qui ont disparu à ce moment-là. Pourquoi? Quelles en sont les causes? Eh bien, on aboutit à la conclusion qu'il y a eu de forts dérèglements climatiques. Par exemple, une glaciation qui a mis en place une calotte de glace importante au pôle sud, avec régression, c'est-à-dire abaissement du niveau des mers, qu'il y a eu aussi pas mal de volcanisme à ce moment-là, sans que pour l'instant on puisse aller beaucoup plus loin. Si l'on prend la deuxième crise, la crise Franien-Familien, du nom des 2 étages qui marquent et qui sont touchés par cette crise, 70 à 80% des espèces ont disparu, 21 familles ont disparu, allant jusqu'à toucher poissons, requins. Les causes, eh bien, les causes, on n'en sait guère plus, si ce n'est qu'on aboutit toujours et encore à un dérèglement climatique, dans le cas présent, encore une fois, des régressions marines, des reculs du niveau des mers, un abaissement des températures, peut-être, quelques événements météoritiques et tout, mais il n'y a pas de vraie démonstration pour l'instant. La crise suivante, la crise Permien-Trias, qui porte le nom donc des 2 étages qui sont encadrés, c'est la plus massacrante de toutes. 90 à 95% des espèces qui disparaissent. Tous les groupes vivants à l'époque sont touchés. Les trilobites, par exemple, disparaissent totalement. Tous, il n'y en a plus. Les insectes sont touchés, 8 ordres d'insectes sont balayés. Chez les vertébrés terrestres, les reptiles et les amphibiens, sur 48 familles connues à ce moment-là, à la fin du Permien, 36 disparaissent, 36 s'éteignent. Quant aux causes, eh bien, on aboutit encore une fois à des dérèglements climatiques, des bouleversements des écosystèmes. On note qu'il y a un très fort réchauffement, une aridité importante, des variations rapides du mouvement des mers de moins 100 mètres, mais assez rapides à l'échelle géologique, c'est-à-dire en quelques centaines de milliers d'années. Il faut noter toutefois qu'à l'époque, il y avait un seul continent, le grand continent de la Pangée, et qu'effectivement, ça, en termes météorologiques, ça bouleverse un peu les choses. Et puis, on sait qu'il y a eu un volcanisme très important, ce que l'on appelle les trappes de Sibérie, en Sibérie centrale,
on a des épanchements de lave de 3500 mètres d'épaisseur sur environ 400 000 km². Au lendemain de cette crise très massacrante, il y a eu une reconquête des milieux à partir des survivants en quelque sorte, qui vont occuper les niches écologiques laissées libres et surtout se diversifier dans la mesure où les concurrences sont beaucoup moins importantes. Et parmi cette diversification, au lendemain de la crise permo-triasique, eh bien, c'est là qu'apparaissent les crocodiliens, c'est là qu'apparaissent les tortues, les dinosaures, les ptérosaures, pendant cette période qu'on appelle le Trias. Et patatras, à la fin du Trias, 50 millions d'années plus tard, nouvelle crise, qui remet en cause donc cette évolution notamment des grands reptiles du Mésozoïque. Cette crise détruit environ 75% des espèces. Tous les groupes sont touchés, encore une fois. À quoi est due cette crise Trias-Jurassique? Eh bien, on n'en sait trop rien. Il y a un refroidissement qui est noté, peut-être une activité volcanique. Malgré tout, les reptiles, les crocodiles, les dinosaures, etc., passent au travers et vont ensuite se développer considérablement pendant le Jurassique et le Crétacé, grande époque des dinosaures, jusqu'à ce que, eh bien, à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années, une nouvelle crise, très importante, 75% du monde vivant disparaît. Les dinosaures sont balayés, sauf les oiseaux. Les ptérosaures disparaissent tous, les plésiosaures en milieu marin disparaissent, les fameuses ammonites s'éteignent totalement. Bref, c'est une crise très importante et qui, elle, a été pas mal étudiée parce que, bien évidemment, c'était la crise qui a causé la disparition des dinosaures. Alors là, on a plus de renseignements. Par exemple, on sait qu'il y a eu un volcanisme intense, les trappes du Décan en Inde, sur une superficie à peu près équivalente à la France, sur 2500 mètres d'épaisseur, démontrent qu'il y a eu énormément de lave à l'époque. La collision avec un astéroïde est maintenant assez clairement démontrée. Bref, c'est la dernière grande crise qui coûtera la vie à tout ce monde mésozoïque et au lendemain qui donnera naissance, eh bien, à ce nouveau monde, le Cénozoïque, le monde de l'ère tertiaire, qui sera alors dominé par les oiseaux, les mammifères essentiellement, et jusqu'à nous aujourd'hui en attendant la prochaine crise. Voici donc, en ce qui concerne les 5 grandes crises de l'histoire du Phanérozoïque, mais nous sommes en Quercy, nous sommes dans le cadre de la semaine des géoparcs, et il m'a semblé important de parler de 2 autres crises, moins importantes en termes numériques, mais qui se déroulent sous nos pieds, dont on a les vestiges encore sous nos pieds. C'est la grande coupure, d'une part, et la régression titonienne, d'autre part. La grande coupure, cet événement qui se situe à la limite entre l'Éocène et l'Oligocène, il y a 34 millions d'années, cette grande coupure est particulièrement bien visible ici, en Quercy, grâce aux épais dépôts calcaires du Jurassique, les fameux COS, dans lesquels l'érosion a perforé des trous qui se sont remplis qui ont formé des poches argileuses, chacun de ces trous représentant un piège d'âge différent du voisin. Bref, il y en a des centaines comme ça, ici, et chaque trou, chaque poche, l'argile, livre une faune différente. C'est absolument fantastique. Et il y a forcément des poches datant de l'Éocène, d'autres de l'Oligocène, et c'est extraordinaire de voir que, eh bien, on lit très bien cette limite à 34 millions d'années, avec, sur la gauche, les faunes qui s'éteignent, sur la droite en haut, les faunes qui les remplacent, qui viennent s'installer ici, et puis au milieu, quelques cas d'espèces qui passent au travers. Ce que l'on sait de cette crise, c'est qu'il y a eu un abaissement de température. Il faisait très chaud à l'Éocène. Il y a eu un abaissement rapide de température. 4, 5, 6 degrés en 500 000 ans, par exemple. Ce qui aurait pu suffire, très certainement suffire, à complètement désorganiser les écosystèmes.
Mais en attendant, les phosphatières du Quercy sont très connues dans le monde entier, notamment pour cette lecture de la crise Éocène-Oligocène. La deuxième crise locale est celle qu'on appelle la régression titonienne. En fait, la régression titonienne, c'est un abaissement général du niveau des mers et des océans qui touche le monde entier. Mais ici, en Quercy, notamment parce qu'on exploite dans des carrières, on exploite les calcaires jurassiques, eh bien, on est tombé sur des niveaux datant exactement du Titonien, exactement 150 millions d'années, et qui représentent une plage fossile, une vasière fossile, dans laquelle des dizaines d'animaux ont laissé leurs empreintes. Ainsi, sur quelques milliers de mètres carrés, eh bien, on a pu mettre en évidence des centaines de pistes d'animaux aussi différents que des crocodiles, des tortues, des ptérosaures, des dinosaures, des crustacés, dans un état de conservation tout à fait extraordinaire. On croirait presque qu'ils sont passés hier. Et je pensais m'arrêter là et je me suis dit, tiens, je vais amener des éléments de réflexion. Je vous laisse méditer ces deux graphiques qui vont bien dans le sens de cette notion de crise. À droite, le déclin de l'abondance des populations vivantes sur les 50 dernières années. Et à gauche, l'évolution de l'émission de gaz à effet de serre. Et voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention.